Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ce soir aux Petites Gueules du Net, présentée toujours par Zoli, bien évidemment. Ce soir, une émission spéciale sur la société Luxfer. Vous êtes nombreux à vous poser des questions, vous êtes nombreux à entendre parler de Luxfer dans la presse, mais qu'est-ce que Luxfer? Ça, c'est quand même une question de base pour comprendre l'actualité. Et ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir donc Axel. Alors, j'ai oublié ton nom, Axel. Je suis désolé, c'est pas de la mauvaise volonté de ma part, mais je vais te laisser te présenter directement. À toi, Axel. Alors moi, c'est Axel Peronzik, donc ancien délégué syndical CGT de l'entreprise Luxfer France. Voilà, avant qu'elle ferme. Ok. Donc, super. Merci beaucoup, Axel. Donc, responsable du personnel, hein, c'est bien ça? C'est ça, représentant du personnel, ouais. Représentant du personnel, d'accord. Donc, l'entreprise, elle a fermé quand, juste pour une petite piqûre de rappel? Alors la production, elle s'est arrêtée en mai 2019 et la plupart des salariés ont été licenciés en juin 2019. D'accord. Alors, j'avais cru entendre, avant de passer à la présentation, que le site avait fermé définitivement au mois de mars. C'est exact ou pas? Non, 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 le site, enfin la production s'est arrêtée, donc comme je disais, au mois de mai. La plupart des salariés ont été licenciés en juin, une autre partie jusqu'au mois d'août, et il en restait 10 derniers qui ont été licenciés en février 2020. Combien de salariés ont été licenciés? 136 salariés ont perdu leur emploi. Et bon, moi je rajoute toujours les 27 intérimaires, parce qu'on avait des intérimaires qui étaient là depuis 11 ans, donc pour nous, 11 ans. voilà, c'était comme des embauchés, donc eux aussi, ils ont perdu leur travail, on n'en parle pas beaucoup. Mais 11 ans, comment tu peux faire des contrats de 11 ans en intérim? Et ben justement, c'est pour ça qu'ils sont en procédure pour se faire, se faire reclasser en CDI pour avoir le droit aux mesures du plan, parce que justement, ces personnes-là ont eu le droit à rien en partant, alors que ils étaient dans des situations illégales. Donc, on a 14 de ces 27 intérimaires qui essaient de faire valoir ça au tribunal et faire reconnaître ben, leur, leur emploi dans l'entreprise comme un CDI et avoir le droit aux mêmes mesures que nous de reclassement. Ouais, avec la reprise de l'ancienneté, j'imagine? Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Merci beaucoup à toi, Axel, d'être venu ce soir dans l'émission. Alors, je vais préciser tout de suite aux auditeurs, nous ne sommes pas là ni pour parler de repreneurs, ni pour parler de polémiques politiques, mais vraiment rester concentré sur Luxfer, son histoire, son activité, et puis eh ben, intrinsèquement, comment toi, tu as vécu le licenciement avec tes collègues, comment ça s'est passé, quels ont été les moyens de défense que vous aviez en votre possession, les suivis, etc. Et voilà, on s'est mis d'accord avant l'émission. Il y a des choses que tu peux dire, d'autres pas. Je le respecte et tout le monde le respecte et c'est normal comme ça. Voilà, hein, j'ai bien résumé? C'est ça. Très bien. Eh ben c'est parfait, on va attaquer alors. Donc Axel, première question, la question de base, Axel. Tu as passé déjà combien de temps dans cette entreprise, toi? Moi, un peu plus de 4 ans. C'était un des petits nouveaux, moi. Ah d'accord, donc tu étais un, un fraîchement arrivé, on va dire, dans l'entreprise? C'est ça, ouais. Première expérience professionnelle ou Non, 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 changement d'entreprise. J'avais fait quelques autres entreprises avant celle-là, ouais. D'accord. Et pourquoi Luxfer alors? Parce qu'avant, je travaillais à plus de 60 km de chez moi, et là, c'était à 4 km. L'usine en soi était assez intelligente, c'était une petite, enfin, intéressante. C'était une boîte familiale, donc c'est des boîtes où on s'entend vite, hein, à 136 personnes, on se connaît tous, donc on se fait vite des copains. Et c'était une boîte où il faisait bon vivre, le travail était intéressant, je m'y suis vite plu, comme la plupart de mes collègues. Alors justement, bah, tu vas me faire rebondir. Est-ce que tu peux nous localiser géographiquement pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'entreprise, qui ne connaissent peut-être même pas Gerza finalement, Ouais. la localisation géographique de Luxfer Gerza en particulier par rapport au territoire français? C'est en plein centre de la France, dans le Puy-de-Dôme, juste à côté de Clermont-Ferrand. Dans la Gersa, c'est la zone industrielle de Clermont-Ferrand. Nous, on est en centre-ville de Gersa. Ouais, plein centre de la France. D'accord. Donc le Puy-de-Dôme à une dizaine de kilomètres, un petit peu moins même, de Ouais, Clermont-Ferrand, hein, c'est bien c'est ça, ça. C'est avec ça. un accès par autoroute notamment, parce que ça, Ouais. il faut en parler. Quand on est une industrie, c'est très important, les axes de communication routier, comme on dit.
Voilà. Donc, écoute, je vais te laisser te présenter ton entreprise pour le coup, Ouais. qui est Luxfer, depuis quand elle existe. Est-ce que tu as tous les éléments pour pouvoir nous répondre ou pas? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, Écoute, c'est parti. Je te laisse te présenter présenter surtout Luxfer. ouais, donc Luxfer, c'est une entreprise qui a été montée en 1939 par un consortium d'industriels pour être dirigé par deux frères qui étaient les frères Biginelli. Il y avait deux usines à cette époque. Et l'usine a été créée à la base pour fabriquer des douilles d'obus. Des douilles d'obus qui ont été fabriquées jusque dans le début des années 2000 et qui, pendant la guerre, a aussi développé ce qu'on appelait les bouteilles de gaz en aluminium monobloc, donc les premières bouteilles de gaz en aluminium sans soudure. Ils ont tout simplement eu l'idée de refermer des douilles d'obus. C'est une douille d'obus qu'on a refermée avec une ogive. Donc voilà comment est née la première bouteille de gaz monobloc. Donc à la base, c'était pour faire des pesticides. On avait une activité de remplissage de pesticides dans les bouteilles à cette époque-là. Il n'y en a plus, on ne fait plus de remplissage. Et en 1960, on a été repris par le groupe Péchinet, donc le grand groupe grand aluminier français. Et on a vécu la même histoire Péchinet, la crise du pétrole, en 82 qui a entraîné sa nationalisation, donc on a été nationalisé en même temps, la grande vague d'investissement qui a suivi, bon, le délit d'initié qui a entraîné une chute de Péchinet avec l'histoire Péchinet Triangle avec l'entreprise aux États-Unis, qui a emmené d'ailleurs certains hommes politiques et des hommes d'affaires en prison et qui a coûté très cher à la France. Et puis la deuxième vague d'investissement de la France qui a permis de relancer Péchinet pour le vendre au privé en 95. Et derrière, la destruction petit à petit de Péchinet, dont on a fait partie, pour nous, être vendu en 2001 par monsieur Philippe Darmaillan, qui est l'ancien directeur de la branche aéronautique de Péchinet, qui aujourd'hui est le président de l'UIMM, qui est la branche métallurgique du MEDEF. Et en 2001, on a été racheté par le groupe Luxfer, qui était notre concurrent sur la bouteille de gaz, mais à l'époque, c'était que la moitié de notre activité, l'autre moitié, c'était de l'armement. Et petit à petit, au début, il y a eu quand même une vague d'investissement, faut rendre aussi ce qu'il y a eu, jusqu'en 2005, et après, ça a un peu vécu sur ses acquis, il y a jusqu'en 2012, et là, grosse catastrophe, on a été placé en bourse, le groupe Luxfer, et derrière ça, coupe des investissements de moins en moins de stratégie industrielle, délocalisation d'une grosse partie de nos activités au fur et à mesure des années, parce qu'il faut savoir que l'armement a été abandonné. Avant, on faisait des extincteurs, ça avait été abandonné, des gaz spéciaux, des gaz industriels, des bouteilles, ce qu'on appelait massives. Et petit à petit, ces productions étaient délocalisées jusqu'à ce qu'il nous reste que le très haut de gamme, les choses que personne n'arrivait à délocaliser. Et ça en faisait toute la force de notre entreprise. On était spécialisé dans les petites séries, le très haut de gamme. Quand on parle de haut de gamme dans la bouteille de gaz, c'est tout ce qui est léger. Donc on travaille des alliages aéronautiques qu'on fibre avec de la fibre de carbone, de verre ou d'aramide. Donc c'est comme des pièces aéronautiques. Et on en fait des bouteilles ultra légères, ultra résistantes, que ce soit pour le médical, pour les pompiers, pour l'industrie, mais aussi pour la défense nationale ou l'aéronautique ou l'aérospatiale. Donc, euh, donc voilà ce qui restait de notre activité jusqu'à ce qu'il y ait la décision finale le 26 novembre 2018 de fermer notre entreprise. C'est très intéressant. Alors, je rappelle quand même que Péchinet, le groupe Péchinet, Péchinet Renalu, très exactement, était le deuxième aluminier au monde. C'est ça. Donc, c'était une entreprise qui rayonnait sur l'international et qui intervenait dans à peu près toutes les parties du globe et qui faisait de la production pour le compte de clients. Mais ça, je vais te laisser en parler un petit peu après. Luxfer, qui s'appelle Luxfer Gas Cylinders. Alors, c'est la branche Luxfer Gas Cylinders, parce que le groupe Luxfer Group, c'est un groupe qui est qui est plus vaste. Mais Luxfer Gas Cylinders, c'est la branche bouteille de gaz du groupe Luxfer. Alors, dans ce que tu as dit, alors j'ai rebondi sur deux trucs. Moi, j'ai l'avantage d'être du même département que toi.
Donc, il y a ce qu'on appelle les légendes urbaines, hein, on ne va pas se le cacher. Il y a une légende urbaine qui date de sociétés, enfin des frères, rappelle-moi leur nom. Biginelli. Gianelli, merci. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le fait que visiblement, suite à des ordres qui auraient été donnés par la préfecture de Vichy à l'époque, sous couvert d'activités industrielles, la société de Gerza produisait effectivement des obus, mais pour l'armée allemande. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Oui, bah c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est surtout que la boîte a été réquisitionnée par les Allemands, puisque je crois que c'était en 42. Il y a eu, ils ont envahi Gerza et ils ont réquisitionné cette entreprise. C'est surtout réquisitionné par la force, puisque on peut encore voir, nous, les vestiges. Notre entreprise est assez historique pour ceux qui l'ont visité. On avait organisé des visites, ils ont été assez surpris, puisqu'il y a les vestiges donc, de passerelles qui accédaient à d'anciens miradors. Et il y avait des passerelles dans les ateliers donc, qui existent toujours, qui sont plus accessibles, mais desquelles les Allemands surveillaient les ouvriers pour les forcer à fabriquer des douilles d'obus. On a une plaque commémorative parce qu'il y a eu aussi des grandes grèves à l'époque, hein, parce que les gars ne se sont pas laissés faire puis il y en a qui ont été aussi envoyés au front. Donc il y a une plaque commémorative à l'entrée de l'usine qui rappelle ces ouvriers qui se sont battus pour leur pays à l'époque et qui ont essayé d'aller à l'encontre de l'occupation allemande et à qui ça a coûté la vie. Donc on a encore cette plaque commémorative dans l'entreprise. Donc, parce qu'on a encore des machines, hein, des bâtiments qui datent de 1939, qui sont toujours utilisés. Euh, et, et, euh, et ouais, c'est assez historique. Donc, on a fabriqué, l'usine de Gerza a fabriqué ouais, des douilles d'obus pour l'armée allemande, mais par la force, et ça a coûté la vie à plusieurs ouvriers. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller visiter ton usine Mm. pendant en fait des périodes de grève, tout simplement. J'ai été impressionné. On sent le caractère historique du site. Vraiment, c'est prenant. Ce passé industriel, parce qu'on est quand même dans la ville de Michelin, hein, rappelons-le, Clermont-Ferrand, bassin industriel est quand même assez important. On ressent vraiment l'aspect industriel de ce que tu dis des années 30, des années 40, les gueules cassées, ça se ressent vraiment. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait comme impression, en tout cas. Je trouve que c'est très intéressant. Alors, pour en revenir à l'activité de Luxfer, donc, on a bien compris que vous faisiez des bouteilles en alliage alu, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec des procédés, mais ça, on va y revenir. Alors, quels étaient vos créneaux d'activité, c'est-à-dire vos clients? Par exemple, moi, je vois, j'ai un extincteur chez moi, il doit venir de chez vous d'ailleurs, et Ouais. c'est des hôtels. Quand je regarde ma bouteille, j'ai des hôtels. Je vois pas forcément Luxfer ou SMG ou bon. J'ai travaillé à Air Liquide par le passé, donc je vendais ce qu'on appelait les gaz industriels, tout Mm. ce qui peut être oxygène, acétylène, du CO2, du Nertal, de l'argon, etc. Je t'en passais des meilleurs. On allait, nous, à l'époque, pour la petite histoire, on envoyait des semis chez vous chargés, ce qu'on appelait les tubes, les caisses métalliques. Ça y est, ça m'a. Bref, enfin des casiers dans lesquels on roulait les bouteilles pour pouvoir les aligner et les transporter via la matière dangereuse. Mais ce que je me souviens de votre société, c'est que déjà, vous étiez capable de faire des très grandes bouteilles comme des toutes petites, mais avec du gaz aussi bien industriel que médical. Donc, est-ce que tu peux nous présenter euh, quels étaient les secteurs d'activité dans lesquels Luxfer intervenait et plus globalement, on va dire, quelles étaient les grandes références que vous pouviez avoir en tant que client? Ouais. Alors, bon, nous, donc jusqu'à il y a 10-15 ans, on avait notre activité, donc des bouteilles, des gaz industriels, les grandes dont tu parles, qu'on appelle des massives, et de l'armement. Donc nous, c'était douille d'obus, corps de missiles, des pièces pour les avions de chasse, pour les chars, etc. Des gaines pour les combustibles nucléaires, etc. Ça a été délocalisé il y a à peu près 15 ans. Alors, pas délocalisé, c'était supprimé, hein. C'est pas qu'il n'y avait plus de travail, c'est que le groupe Luxfer avait pris la décision que c'était plus intéressant. Donc, on avait toujours une activité résiduelle qui représente aujourd'hui à peu près 6% de notre activité sur les activités spécifiques. Donc, que ce soit l'armement, l'aéronautique, l'aérospatiale.
On a les gaz industriels, qui est une très grosse partie de notre activité, qui a été petit à petit aussi délocalisée jusque dans les années 2010. Donc, oui, il nous en reste une petite partie, c'est 5% aussi. Les extincteurs ont été complètement délocalisés de 2007 à 2011. Donc bon, c'est pas nous les délocalisations, on avait déjà vécu. Ce qui restait dans notre entreprise, c'était tout ce qui était ce qu'on appelle donc nous le haut de gamme de la bouteille, c'est tout ce qui va être porté, donc qui demande une très grande sécurité parce qu'il faut savoir qu'une bouteille à 200 ou 300 bars, c'est une bombe hein, que les gens vont partir sur eux, avec souvent des gaz explosifs, donc il faut qu'elle soit sécurisée un maximum et qu'elle soit le plus léger possible. Donc nous, c'est ce qui nous restait, les activités, donc ce qu'on appelait gaz médicaux. Ça peut être de l'oxygène, hein, la majorité c'était de l'oxygène, mais ça pouvait être de l'argon ou des mélanges d'oxygène, etc. Ça représentait l'année du licenciement 62% de notre chiffre d'affaires. 27%, c'est ce qu'on appelle les appareils respiratoires isolants pour les pompiers. Vous savez, c'est les aéries qu'ils ont dans le dos qui leur permettent d'aller intervenir dans les fumées sans s'asphyxier. Ça, c'était les bouteilles de plus haut de gamme qu'on faisait. Et après, comme je disais, 5% de gaz industriel et 6% d'activités spécifiques. Quand tu parles d'activité militaire, d'obus, Ouais. on parle de quoi? On parle du ministère des Armées comme client ou on parle d'autres États, à la limite, d'autres. Après, tout ce qui est armement va passer par l'État français de toute façon. Donc, nous, on vendait. Alors, bon, il y a des sociétés qui sont privées, mais en fait, qui appartiennent 100% à l'État. Et c'est à ces sociétés-là qu'on vend. Quand vous faites de l'armement, vous faites jamais toute la pièce sur place. Donc, on en fait une partie est faite ailleurs. Des fois, vous savez même pas ce que vous faites. Hein. C'est pas vous qui amenez les outillages. C'est pas vous qui. Vous êtes juste la main qui va faire le travail. Donc, il y a des fois, on savait ce qu'on faisait, des fois, non. Euh, donc, euh, donc, euh, ouais, c'était directement pour l'armée française qui après pouvait être vendue ailleurs. On vendait beaucoup pour la Belgique à l'époque euh, et pour l'armée française. Alors, on a l'AIA à Lande Ouais, qui s'occupe de l'aéronautique militaire. ouais. J'imagine que vous travailliez avec eux à l'époque, non? Pas vraiment, pas directement. Enfin, indirectement, dans le sens où les pièces qui commander pouvaient venir de chez nous, mais elles passaient d'abord par d'autres sociétés privées à qui on revendait, qui faisaient eux des fois des assemblages ou finition de pièces, puisque des fois on ne fait pas toute la pièce, comme je disais. Et après, oui, il y a des pièces qui ont été utilisées à l'AIA. On faisait par exemple, on en a encore eu. Ah, alors, on a une petite perte de connexion avec Axel. Je pense que ça devrait revenir Fait théoriquement. jusqu'en Ah, 2017, c'est les Garage 2000 qui sont retenus puisqu'on a toujours une existe, donc on a toujours des pièces. pour être honnête. Donc, on parlait de l'AIA et tu disais que quand c'était dans un contexte militaire, c'était très particulier, que c'était géré par l'État. Ouais. Après, on a une petite perte de connexion, pour être honnête. Ouais, attends, je t'entends plus. Ah, tu m'entends plus. Ouais, Appuie sur le micro. ouais. Est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends plus. Putain, faut que. Je vais essayer de redémarrer. Alors, redémarre et puis moi, en attendant, je vais occuper les spectateurs, il n'y a aucun problème. Redémarre, c'est les aléas du direct. Coupe. Ok, Vas-y, ça marche. je t'attends. Voilà, donc ce qu'il expliquait hein, finalement, donc pour faire aussi un petit rapide résumé par rapport à ce que vous venez d'entendre via Axel, donc Luxfer qui est une société à Gerza, donc on est en train de refaire un peu l'activité de la société et c'est une société donc qui a fermé en 2019, comme il l'a expliqué. On reviendra juste après sur le motif qui a décidé, on va dire, l'arrêt de Luxfer. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler de Luxfer et d'une autre société qui s'appelle Famar, et pourtant qui n'ont absolument rien à voir, parce que d'un côté, vous avez une entreprise industrielle de pointe qui fabrique des bouteilles à haute pression, et d'un autre côté, vous avez une société qui est basée à Lyon, à 2 heures de Clermont-Ferrand, et qui, elle, produit de la nivéquine à la base de chloroquine, hein, ce que vous avez entendu partout. Et donc, les salariés de Famar, qui sont dans une situation un petit peu différente que celle de Luxfer, espèrent être sauvés, entre guillemets, par le coronavirus. Et les salariés de Luxfer sont dans la même optique, c'est-à-dire qu'ils sont, comme on le découvre aussi, sur du stratégique en termes d'activité. Et voilà. Donc, je te redonne la main, Axel. Hein, j'ai un peu meublé le temps que tu récupères ta Ouais, connexion. ouais, ouais. Ça y est, je t'entends.
Super, eh ben, écoute, parfait. Alors, si tu peux juste me remettre dans Alors, le. je te posais la question à savoir si vous travaillez avec l'AIA à Londres, qui est les ateliers industriels aéronautiques du 63, l'armée de l'air notamment, hein, c'est des militaires. Ouais. Tu nous disais qu'il y avait une activité militaire, industrielle et médicale notamment. Tu parlais aussi qu'il y avait de la portabilité. Alors, juste une petite chose, au niveau de la portabilité, euh, vous fournissiez les pompiers en France ou pas? Ouais, ouais. Les aéris de pompiers de France venaient de notre usine. Et alors bon, c'est le plus haut de gamme pour les pompiers de Paris et les pompiers de Marseille, mais bon, il faut savoir aussi que en France, on n'est pas forcément, on était l'usine du monde qui fabriquait le plus haut de gamme hein, des aéris des pompiers, mais c'est pas forcément ceux qu'on vendait à nos pompiers en France, à part pour les pompiers de Paris et de Marseille. Mais sinon, la plupart avaient des aéris plus lourds. Il faut savoir que le centre de revente, on ne vend pas directement aux pompiers, on les vend à des centres de revente qui sont basés notamment en Allemagne et qui revendent pour l'Europe entière. Donc nous, on faisait toute l'Europe et même au-delà. Et oui, oui, tous les pompiers de France étaient équipés chez nous. En sachant que les pompiers, c'est un petit peu particulier, parce qu'on a des pompiers volontaires qui font ça sur la base de volontariat et qui doivent justifier de leur absence vis-à-vis de leur employeur pour pouvoir exercer le métier de pompier bénévole. Et vous avez le pompier professionnel, parce que quand tu parles de Paris et de Marseille, à moins C'est que je ça. dise une bêtise, mais il me semble que c'est des professionnels, Ouais, Paris et Marseille. Donc je pense que l'État devait principalement s'occuper de la profession de sapeur-pompier et avec certainement des raisons économiques, très certainement, qui expliquent qu'on ne va pas équiper toutes les casernes de France, parce que si c'est de la technologie de pointe, j'imagine, on n'a pas parlé de prix encore, mais j'imagine que ça doit valoir quand même un certain petit billet. ouais. Euh, je vais te poser une question. Tu me dis si j'ai tort ou pas, parce que j'aime bien Ouais. qu'on me dise ça, en fait, hein, c'est important. J'ai entendu dire que au moment où vous aviez fermé, quelques années avant, très certainement, et tu l'as dit toi-même, il y avait un brevet qui avait été déposé par Luxfer Gerza sur la conception de bouteilles avec une épaisseur d'alliage beaucoup moins importante qui avait comme avantage de mettre un contenant plus important dans une bouteille de même dimensionnement. Alors, comme je ne suis pas salarié Luxfer, je ne suis peut-être pas très clair pour les auditeurs, et là, je compte vraiment sur toi pour me reprendre, mais euh, au niveau de la recherche et développement, donc vous aviez créé ce brevet-là, mais vous en étiez où? Il y avait des chantiers en cours, il y avait des choses qui se faisaient ou vous aviez tout arrêté, vous saviez que vous alliez fermer, on dit bon, ben, on arrête, on sait qu'on va être délocalisé, de toute façon, on va fermer l'usine, on va pas s'emmerder, entre guillemets, à faire de la R&D, puisque de toute façon, on sera plus là. Alors c'est pas des brevets directement hein, qui ont été développés, c'est des nouveaux produits qui ont été conçus, qui sont pas brevetés puisque la technique de travail bon, c'est un peu technique mais pas différente et ça peut pas être breveté. Mais par contre, on avait développé nous la recherche et développement, le centre de recherche et développement le plus avancé du groupe Luxfer, c'était dans notre entreprise. L'année du plan de licenciement, on avait fini de développer une bouteille qui était la plus légère des bouteilles aluminium du marché, avec une durée de vie illimitée, qui commençait à avoir un gros succès. Dès que ça avait été commercialisé, l'année du plan, ça avait eu un énorme succès. Donc, qui aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. Donc, on a reculé dans le monde en termes de conception, puisque personne n'a réussi à reproduire ce produit-là, qui pourtant n'est pas breveté. Le deuxième produit qui a été développé l'année précédant le plan, ça a été une bouteille qui contient une fois et demie plus de gaz, donc pour un même encombrement, donc et sans fibre, puisque généralement on rajoute de la fibre de carbone pour la résistance. Et là, on avait développé ces bouteilles à une fois et demie plus de gaz, donc et il y avait des tas d'autres projets en étude que ce soit sur l'amélioration du procédé ou que ce soit sur des produits innovants. Vous avez Euh, vu la fermeture ou pas? Est-ce que vous avez eu des signes avant-coureurs? L'actionnaire a pris sa décision à un moment donné. Il a demandé l'aval de l'État à savoir s'il était possible ou pas pour lui
de fermer le site et de vous licencier, les 136 salariés plus les 11 intérimaires, ça j'ai bien retenu. Est-ce que vous aviez eu des signes avant-coureurs? Est-ce que ça a été brutal? Est-ce qu'on vous avait déjà préparé plus ou moins au fait que vous alliez être licencié? Ça s'est passé comment? Alors, ça a été très brutal, même s'il y a eu des signes avant-coureurs, non pas d'une fermeture, puisque pour nous, ça paraissait impensable. Notre entreprise, l'année du plan de licenciement, c'était 12% de profitabilité. Et il y a beaucoup d'entreprises qui en rêvent, hein, et des bénéfices en augmentation de 55% par rapport à l'exercice précédent. Donc, ça a été un coup de massue, même si on savait hein, que notre direction cherchait à augmenter ses profits, mais on s'attendait à une restructuration, puisque en 5 ans, nos investissements étaient coupés de 85%. Donc, il faut quand même préciser que nos 2 produits les plus innovants, on a réussi à les développer avec 85% d'investissement en moins. Ça, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire de chez nous. Réussir à produire sans retard, à innover sur des produits innovants avec des presses pour certaines qui avaient plus de 80 ans. Et pourtant, on faisait les produits les plus innovants du marché. Donc, ça, c'est le savoir-faire. Et il faut rappeler aussi que 5 ans auparavant, on était 180. Alors, 180 pour passer à 136 avec une augmentation de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on produisait plus avec 45 personnes de moins. Donc, si tu veux, on s'attendait quand même un peu. Alors, l'explosion des heures supplémentaires, les conditions de travail. Nous, l'inspection du travail, ça se passait mal les derniers temps. Elle était en permanence à toutes les réunions CHSCT sur les conditions de travail, que ce soit avec les augmentations de cadence, mais aussi dans les conditions de travail dans lesquelles nous faisait travailler notre employeur, sans forcément de raison. Hein, c'était vraiment pour des économies de bout de chandelle parce que l'entreprise était, même si elle a 80 ans et en bonne santé, les machines étaient nickel. On avait une presse de 2100 tonnes qui datait de 96, qui avait seulement 23 ans. Pour une presse, c'est pas beaucoup, hein, ça peut durer plus de 100 ans. Donc on avait quand même des équipements, mais c'était juste un manque de volonté, un manque de moyens donnés aussi aux différents services, maintenance, recherche et développement pour améliorer les procédés et qui pouvaient mettre en danger les gens. Donc là, c'est vraiment une mauvaise gestion, c'est pas qu'une question non plus d'argent. Donc on s'est même retrouvé pendant 1 an sans aucune direction. Et c'est ça qui a été fort, c'est qu'on a réussi à améliorer les conditions de travail et à augmenter le chiffre d'affaires alors qu'on n'avait plus de dirigeants. Donc, si tu veux, on s'attendait un peu quand même à ce qu'il y ait une restructuration parce qu'on voyait bien que baisse d'effectifs, augmentation de cadence, baisse des moyens, hein, tout simplement, que ce soit personnel ou matériel. On s'attendait à une restructuration. Et pourtant, l'entreprise, les machines étaient en bon état. Les salariés étaient toujours motivés parce qu'ils aimaient leur métier et malheureusement, notre direction en avait un peu beaucoup profité. Mais c'était un peu un coup de massue. Hein. C'était un matin. On dit. Hein, Socialement, c'est violent de t'entendre dire que tu as une société qui gagne de l'argent, qui a des carnets de commandes visiblement qui sont quand même pleins, avec des objectifs d'innovation. Et donc, ça veut dire que vous avez été des bons élèves, sans vous donner la gloire. On réduit du personnel, on fait déjà un sacrifice humain par rapport à du personnel. Vous n'avez plus de direction, vous êtes en freelance, et malgré tout, vous avez 85% d'investissement en moins, vous tenez la baraque, vous remplissez le taux de carnet de commandes, vous avez un chiffre d'affaires qui est bon, une profitabilité qui est bonne. Je vais être très clair. Quel est le motif de licenciement? Quel est le motif? C'est ce que, excuse-moi, en tant que j'enlève ma casquette d'intervieweur. Mais quelque part, par le fruit de nos impôts, on participe à des sociétés comme la tienne. Comment se fait-il qu'en France, on ait autorisé un licenciement collectif de 136 personnes d'un site qui avait tous les indicateurs au vert? Quel est le motif de licenciement? Alors, c'est là où c'est impressionnant, c'est qu'en plus, une semaine avant qu'on nous annonce le plan, on nous annonçait qu'on avait des carnets de commandes records et qu'on avait une production qui allait exploser par rapport aux autres années et qu'on allait battre notre record de production l'année suivante. Donc, en plus de ça, comme je disais, des bénéfices en augmentation de 55%, 12% de profitabilité et un chiffre d'affaires qui allait exploser. Donc ça peut paraître incompréhensible et on a mis longtemps avant de comprendre parce qu'il y a une différence entre la vraie justification et la justification qui est invoquée. Aujourd'hui, la justification qui a été invoquée, c'est celle qui a été introduite par les ordonnances de 2017, les ordonnances qu'on appelle vulgairement Macron. Voilà.
et qui ont introduit le motif de la compétitivité. C'est-à-dire qu'un employeur peut simplement se dire, je soupçonne que potentiellement dans le futur, je vais avoir des problèmes sur le marché et faut m'autoriser à licencier maintenant parce que je le sens pas, quoi. Ma boule de cristal dit que je le sens pas, donc on va virer tout le monde parce que voilà. C'est ça que ça introduit quand même, hein, les ordonnances Macron. Mais ce Alors qui est pire, après, c'est que dans un sens, on pourrait dire oui, mais bon, il a quand même à le justifier. Mais non, pas du tout. ça Pas paraît du tout. logique. Pas du tout. Il n'a pas du tout à le justifier, puisqu'il va aller, quand un employeur veut licencier des salariés ou fermer son entreprise, il va voir la directe, anciennement l'inspection du travail, qui a été jumelée avec le ministère de l'économie et des finances. Et il va les voir, il dit voilà, je compte fermer ma boîte, qu'est-ce qu'il vous faut pour que je puisse la fermer? Ben, on s'attendrait à ce qu'il justifie, mais non. Personne ne va regarder la justification du motif économique. La seule chose que va regarder l'inspection du travail, c'est ce qu'on appelle la loyauté des consultations des instances représentatives. Pour être plus clair, si on vous a remis les papiers en temps et en heure, et si on vous a fait faire un nombre de réunions qui sert potentiellement pas à grand chose, puisque de toute façon ils respecteront pas ce qui s'est mis dedans, puisque légalement ils sont pas forcément obligés. Donc en gros, faire du vent. Et le deuxième point, c'est avoir essayé d'organiser des négociations sur les mesures du plan social. Le plan de sauvegarde de l'emploi. Je précise ça aussi, puisque un plan de licenciement, aujourd'hui, ça a été changé de terme, ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, quand on vous vire tous, on dit qu'on sauve vos emplois. Ça, c'est assez énorme, je trouve que c'est intéressant de le souligner. Excuse-moi, mais tu es en train de dire à nos auditeurs, quelque part, que aujourd'hui, donc moi je suis dans une société, tout va bien, tout Ouais, va ouais. bien. Et puis un jour, il prend la lubie à mon patron de dire ouh là là, je sens que dans 15 ans, il va y avoir un crack et que ma société va couler. Plutôt que de prendre le risque de perdre de l'argent dans 15 ans, je préfère fermer tout de suite, fermer boutique. J'ai des chiffres d'affaires, j'ai du bénéfice, j'ai des salariés formés, je fais de la R&D, j'ai investi, mais malgré tout ça, j'ai le droit de fermer ma boîte. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est plus vicelard que ça. Parce que dans un sens, il n'a pas le droit de le faire. Sauf que personne ne peut l'arrêter. La seule chose qu'on peut faire, donc, c'est déclencher des procédures administratives au tribunal, notamment au prud'homme, et essayer donc, il y a quand même des critères hein, qui sont fixés sur la compétitivité. Et dans 3, 4, 5 ans, eh ben, un juge nous dira vous avez été licencié abusivement, ils n'avaient pas le droit de vous licencier. Vous Et serez on fait pas quoi des réintégré. salariés? On fait quoi des salariés? Eh ben, les salariés, justement, c'est la problématique, ils vont être plongés dans la précarité. Et le pire, c'est que ça ne remboursera pas la précarité dans laquelle ils ont été, puisque ces mêmes ordonnances ont aussi intégré le fait que c'était plafonné, les montants. C'est-à-dire qu'un Oui. patron peut aujourd'hui budgétiser combien ça lui coûtera des employés qui attaquent pour licenciement abusif. C'est-à-dire que ils n'ont Oui, il pas le connaît droit de le déjà faire, le montant d'amende. mais on les laisse faire. C'est plus vicelard, c'est pas ils ont le droit de le faire, c'est ils n'ont pas le droit de le faire, mais on les laisse faire. Et plus tard, on plafonne le préjudice que les gens ont subi par rapport à quelque chose de totalement illégal, ce qui est inadmissible. Et ce qui est encore plus fort, parce qu'il faut aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, la compétitivité, elle doit s'apprécier sur le territoire français. Nous, on est la seule entreprise de France. Ça veut dire que notre employeur a justifié le fait que pour sauver l'entreprise française, il fallait la fermer. Voilà la justification, entre autres. Et donc ça passe, hein, on va faire ça plus tard. Mais qui c'est qu'on attaque? Qui c'est qu'il faut attaquer derrière? Eh bien, c'est pas le groupe. Parce qu'aujourd'hui, les groupes ne sont pas inquiétés. C'est-à-dire le Luxfer Monde, Luxfer Group, c'est pas lui qu'on attaque. C'est l'entité française qui a fermé, qui n'aura plus personne. Et tu Et ne peux donc, pas te retourner contre l'État? Faire, par exemple, un référé au tribunal de commerce, entre autres, ou des choses comme ça? eh bien non, parce que nous, la particularité, c'est le même cas que les Ford de Blanquefort, par exemple. Quand vous fermez une entreprise qui est rentable, l'entreprise qui est rentable n'a pas de dette. Donc, elle n'est pas au tribunal de commerce. Puisque le tribunal de commerce, on y va quand on fait une demande de cessation des paiements, un redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Et donc, c'est un mandataire judiciaire qui a la main sur l'entreprise. Et l'employeur qui a liquidé sa boîte ou qui l'a mis en redressement, il n'a plus la main dessus, il n'a plus vraiment son mot à dire. C'est la justice qui a son mot à dire, le tribunal de commerce. Sauf que quand vous n'avez pas de dette, le tribunal de commerce n'a pas à prendre votre entreprise puisqu'il n'a aucune dette à rembourser. Ça veut dire que vous êtes encore soumis au droit de propriété privée de votre employeur et il fait ce qu'il veut. Il peut très bien refuser, comme il se passe chez nous, de vendre l'entreprise et de la mettre à disposition d'un repreneur.
Un repreneur, que ce soit un repreneur industriel ou une coopérative, puisque beaucoup de gens nous demandent pourquoi on ne peut pas faire de coopérative, on ne peut pas le faire justement parce qu'on n'est pas au tribunal de commerce et C'est que ce c'est qu'on notre appelle les direction qui scopes, a la hein, main c'est dessus. ça. Hein? Pardon? C'est les scopes. USCOP, c'est ça. Société coopérative et participative. Coopératives. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, ben, ça bloque complètement. Vous avez moins de chances de sauver votre entreprise si vous êtes aux mains d'un patron véreux, on va dire, qui ferme sa boîte alors qu'elle est rentable, que si vous êtes une boîte qui est déficitaire et en redressement judiciaire. Puisque vous êtes complètement bloqué pour des repreneurs. C'est ce qui s'est passé pour les Fortes de Blanquefort. Il y avait un repreneur qui a été refusé. C'est ce qui se passe avec nous. Plusieurs repreneurs qui ont été refusés. Un projet de coopérative refusé. Tout simplement parce que personne n'a la main dessus. Donc, Remarque, ça permet aussi aux gens de se rendre compte de ce qu'étaient les ordonnances de la loi travail, de la loi El Khomri. c'est ça. Parce on en a beaucoup entendu parler. On sait que c'était à l'époque, en 2016, un sujet très brûlant sous le quinquennat du président Hollande. Ouais. Donc, il y avait sa ministre du Travail, El Khomri, et en toile de fond, Monsieur Emmanuel Macron, qui lui était à Bercy, ministre de l'économie. Mais c'est la première fois, je trouve, que là, on prend vraiment conscience de l'évolution de la loi. Parce que c'est quand même assez extraordinaire. Enfin, je ne veux pas faire politique, hein. Je parle de faits. Mais je me mets à la place d'un salarié aujourd'hui qui va tous les matins au boulot. Il peut même avoir sa conjointe dans la même entreprise. C'est ce qui est encore un drame supplémentaire. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça me revient. Et tes collègues, tu as des nouvelles? Comment ça se passe psychologiquement? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé du travail ailleurs? Est-ce qu'il y en a qui sont au chômage? Est-ce qu'il y en a qui sont arrêtés pour maladie, par exemple? Est-ce qu'il y en a peut-être qui vont pas bien, qui vont très bien, qui sont partis du pays? Ça se passe comment globalement dans les grandes lignes, hein, bien sûr? Dans les grandes lignes, on a eu. Alors, parce que tu parles des ordonnances Macron, mais ça a commencé aussi bien avant. Par exemple, les lois sur les pré-retraites. On ne peut plus partir en pré-retraite pour les licenciements. Je crois que ça s'appelait les FNE. Et donc, nous, il y a une seule personne qui a pu partir en retraite parce que ses droits s'écoulaient à la fin du plan et qu'on a le droit à un certain trimestre de chômage. Sinon, tous les autres sont au chômage. Donc déjà, vous avez un gros paquet de salariés qui ont plus de 55 ans, qui sont coincés, qui ne peuvent pas prétendre à des pré-retraites. Des gens qui ont 59 ans, par exemple. On en a d'autres qui étaient travailleurs qui venaient de l'étranger, donc qui n'ont pas tous les trimestres ici. On a un collègue à nous qui est licencié il a 67 ans, donc il peut prétendre à la retraite minimum, qui est absolument rien. Et pour avoir une retraite qui atteindrait les 1000 euros, il faudrait qu'il travaille jusqu'à 71 ans. Allez trouver du travail à 67 ans pour travailler jusqu'à 71 ans. À 50 ans, déjà, à 67, j'imagine. Et la moyenne d'âge, tu peux nous dire la moyenne d'âge des salariés de l'entreprise ou c'est une variante que tu n'as pas? C'est 48 ans, il y a eu deux vagues. Une vague qui a bien connu les ex-péchinés qui ont plus de 50 ans et une vague qui a en dessous de 40, dont je fais partie. Et pour revenir juste sur ce qu'ils sont devenus, moi j'ai des contacts réguliers avec beaucoup de mes collègues. Parce que je suis pas le seul représentant du personnel, hein, on est une dizaine à continuer à aider nos collègues. On est en contact toujours avec presque une centaine. On a une association, des groupes Facebook, puis les coups de téléphone, des fois avec certains, des rendez-vous Skype maintenant avec le confinement. Sinon, on faisait des assemblées générales. On a 19 personnes qui ont trouvé un CDI sur les 136. Alors c'est 12 personnes qui sont en contrat précaire, c'est-à-dire CDD ou intérim, qui sont aujourd'hui dans l'incertitude, puisque nous, on était dans la métallurgie et dans le coin, c'est l'automobile et surtout l'aéronautique, qui aujourd'hui a perdu 30% d'activité. Donc, il y a de grandes chances qu'une partie de ces 12 personnes perdent leur emploi. Alors, c'est intéressant parce qu'on a l'aéroport Clermont-Olna, pour les gens qui ne connaissent pas la région, qui est un aéroport international, avec des lignes courtes, on va dire, hein, intérieures en France, et des ouvertures donc sur l'Allemagne, la Hollande notamment, l'Angleterre, le Portugal. Bon, comme tu le dis, hein, le tourisme est frappé par le Covid. C'est même relativement inquiétant parce que là, on a des chiffres d'affaires alors qu'on n'est pas en pleine saison, qui sont absolument catastrophiques, avec des pertes de bénéfices de 30%, ce qui est énorme. Donc tous les restaurateurs, parce que on a vu à la télé, je me permets juste de faire cette parenthèse, mais on a vu à la télé Bruno Le Maire qui disait que il fallait sauver le tourisme en France et il n'évoquait, lui,
que les bars-restaurants, les saisonniers, les magasins souvenirs. C'est un peu trop synthétique. Il y a le monde de l'hôtellerie, il y a le monde de l'aviation, hein, puisque quand on part en vacances, on prend un moyen de transport, qu'il soit ferroviaire ou routier, etc. Le tourisme est une manne en France énorme. Paris était quand même la ville la plus visitée du monde. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Excuse-moi hein, d'ailleurs. Mais voilà. Et donc, par rapport à tes collègues, donc chacun, on va dire, essaie de refaire plus ou moins bien sa vie, je pense, c'est ça? Ben, c'est ça, la plupart sont quand même licenciés depuis 10 mois. Au bout de 10 mois, on a que 19 personnes qui ont trouvé un CDI. Parce qu'il y a l'aéroport, mais nous, c'est que dans la région, ben, on fabrique quand même les trains d'atterrissage d'avion, on fait les plaques pour les ailes d'avion, on fait les alliages pour les carrosseries d'avion. On a énormément de sociétés industrielles de fabrication pour l'aéronautique. Et aujourd'hui, bon, bah, le moral, nous, on a quand même un petit cercle de guerriers qui est extrêmement attaché à notre entreprise. C'était, ben, comme tu as dit, c'était familial. Il y en avait, ils avaient leur femme. On en a un qui avait son beau-frère, sa nièce, qui travaillait là. Donc, il y en a, c'était vraiment une entreprise familiale. Mon collègue Frédéric, qui est délégué syndical de la CFDT, avec qui on s'entend très bien, je précise, parce qu'on a toujours travaillé en intersyndical chez nous. Il y a son père qui travaillait dans l'entreprise et qui est venu même, parce qu'on a occupé l'usine pendant un certain temps, qui nous proposait de passer des nuits avec nous. Il a passé les soirées, etc. Il a plus de 70 ans. Donc, ouais, c'est une entreprise familiale où des anciens salariés, des salariés actuels, ils sont venus la défendre parce que ben, c'est les vestiges de Péchinet. Ça avait les gens, il y avait une certaine appartenance hein, Fierté aussi. et, Fierté aussi. une fierté. C'est clair, c'est une fierté. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez nos produits, on était les seuls du monde à réussir alors c'est un peu plus technique, mais à filer ces produits-là. Les gars, ils étaient fiers quand même des produits qui sortaient de l'usine. Ils étaient fiers. Aujourd'hui, quand vous galérez à retrouver du travail, on envoie faire des reconversions aux gars de chez nous pour faire routier. Donc c'est quand même pas tout à fait les mêmes conditions. On le sait, hein, c'est du travail qui est pénible, qui est fatigant. C'est une passion, hein, routier. Nous, c'est pas forcément les passions de nos collègues. Donc d'envoyer tout le monde faire routier alors qu'on perd, c'est une perte aussi de savoir-faire monstrueuse pour la France et pour le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on maîtrise moins bien les techniques de fabrication qu'il y a 2 ans. Et justement, bah, ça me permet de rebondir sur deux choses, si, parce que moi je rebondis beaucoup. Hein. Ouais. Déjà, donc, de ce que tu transpires, on va dire, j'ai l'impression que l'union entre collègues est quand même restée forte, Ouais. visiblement. En termes de soutien psychologique, j'imagine aussi, essayer d'aider les plus faibles d'entre nous, ceux qui vont peut-être pas, quand on a trois membres d'une même famille qui ont été licenciés, socialement, même qu'on prenne parti ou pas, c'est violent. Je trouve que c'est violent. Ouais. Parce qu'il faut arriver à faire le réacheminement psychologique, ne pas sombrer dans la dépression, se dire qu'on vaut quelque chose, qu'on va trouver du boulot, essayer de positiver avec un contexte en plus extérieur à l'entreprise qui n'est pas forcément des plus motivants. Et voilà. Donc, je vous tire, enfin, j'en profite à titre amical et personnel, je vous souhaite à toutes et à tous, là pour le coup, de retrouver et puis bah, que ça se passe le mieux pour vous, quoi qu'il arrive dans l'avenir. Après, il y a une chose, moi, donc, qui m'intéresse parce qu'on parle beaucoup de vous actuellement. Ce qui est marrant, c'est qu'on parle plus de vous maintenant que vous êtes fermé que quand vous étiez ouvert. Ça, c'est un petit peu surprenant. Quels ont été les soutiens que vous avez eus alors, que ce soit politique, journalistique, civil même, quels sont les soutiens que vous avez eus pour vous défendre? C'est-à-dire que je sais que vous avez fait énormément de piquets de grève Ouais. à Clermont, avec des gens qui disaient, ils nous font chier. Putain, ils nous font chier, ils font des barrages avec des palettes et des pneus. Oh là là, putain, ils sont jamais contents, ils nous empêchent d'aller travailler, cette bande de cons là. Et donc, je pense aussi qu'il y avait une certaine méconnaissance de ces gens, donc je les excuse parce que c'est un comportement qu'on ne doit plus avoir en France, très clairement. Mais qui vous a aidé, vous? Alors nous, ben déjà, la première chose, on a eu beaucoup de mal hein, au départ à se faire médiatiser. Luxfer, c'est pas la personne. Hein, quand vous avez des noms Danone, tout le monde connaît, ou Michelin, tout le monde connaît. Luxfer, personne connaît.
Nous, les bouteilles qu'on vend, médicales, ça peut être marqué Air Liquide ou Linde dessus. Mais en petit, si vous voyez, eux, ils vendent le gaz. Et en petit, si vous voyez, c'est marqué. Hein, toute la bouteille, c'est nous qui la faisons. Donc, on était assez méconnus, mais on est assez méconnus aussi, même au sein de notre propre ville, puisqu'on est collé à une gare de triage, même si le site fait 4 hectares et demi, il est caché derrière des grands arbres. Donc même, il y a beaucoup de gens, mais beaucoup de riverains de Gerza qui ne savaient même pas qu'il y avait une usine là, qui pourtant a eu embauché jusqu'à 600 personnes. Et donc déjà, il y a eu cette difficulté. On a eu quand même énormément de soutien des autres entreprises de la métallurgie au départ, un très gros soutien. Beaucoup de salariés d'autres usines de la métallurgie, notamment des autres anciennes boîtes Péchinet, parce qu'on n'est pas la seule à être une ancienne boîte Péchinet. Et ça a été un très gros soutien. Des civils aussi, hein, qui venaient, après, on faisait des distributions de tracts et qui venaient nous rendre visite et nous demander comment ça se passait. Quand on a fait l'occupation, on a fait 53 jours d'occupation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour empêcher que notre direction casse nos outils de travail à coups de bulldozer. Il y a des gens qui nous apportaient de la nourriture, il y en a qui venaient juste pour discuter avec nous, pour nous soutenir aussi, parce que bon, passer 53 nuits enfermé dans un site industriel alors que votre direction essaie tous les 4 matins de venir par tous les moyens pour saboter votre usine, je vous garantis que c'est stressant et que c'est long, hein, à vivre. Et heureusement qu'on a eu ce genre de soutien. Alors, le gros soutien qu'on a eu, c'est nos structures syndicales. Hein, là, moi, j'ai eu un gros soutien et que j'ai toujours derrière, hein, que ce soit ma fédération de la métallurgie ou la confédération. Euh, j'ai eu un gros soutien aussi des syndicats plus locaux. On a eu la santé, les pompiers, alors que pourtant, eux aussi vivaient des choses assez pénibles. Hein. Les pompiers et la santé avant cette crise, on en a quand même entendu parler longuement, avec des grandes manifestations qui ne se sont pas forcément bien passées. Et qui ont quand même pris le temps de venir nous soutenir. Et puis on a eu plusieurs partis politiques aussi qui nous ont suivis depuis le début et qui nous ont aidés avec leur réseau. Est-ce que la région, la préfète, le maire de Clermont vous ont soutenu, sont venus à votre rencontre, vous ont écouté, même s'ils ne pouvaient rien faire Enfin, moi, je dis ça parce qu'on est quand même dans un département assez industriel. Et là, on a eu, en l'espace de même pas 5 ans, des grosses boîtes, des gros noms. Il y a les ACC, par exemple, qui interviennent pour tout ce qui est réseau de chemin de fer, et donc qui travaillaient avec la RATP, avec la SNCF, des choses comme ça. Ça a été très difficile pour eux aussi. Il y a eu la sucrerie Bourdon à Aulnat, qui était un sucrier qui faisait vivre tous les betteraviers aux alentours, et ça fait du monde, qui a fermé dans le même contexte que vous, c'est-à-dire très brutalement avec des chiffres qui n'étaient pas si mauvais que ça, et qui étaient même bons, donc qui a créé une incompréhension. Et j'en oublie certainement, il y a eu MSD aussi, qui est Merck Shark Dome, qui est en plein dans la thématique du moment, hein, grosse boîte américaine, implantée à Rion, qui fabrique des médicaments, et sur lequel il y a eu un plan social. On a l'impression que tout ce qui faisait notre fleuron départemental d'hier est en train de s'écrouler aujourd'hui. Et moi, en tant que citoyen et habitant du Puy-de-Dôme, je me dis, qui défend ça? Est-ce qu'au niveau local, est-ce qu'on a le conseil régional? Est-ce qu'on a le préfet? Est-ce qu'on a la mairie? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux députés même il y a Madame Pires-Bonne qui est la députée de la 3e circonscription de Rion, donc qui est le secteur dont vous dépendez. Quels sont les soutiens de ces gens-là, de ces sphères-là, en fait? Nous, on a eu surtout eu des aides, on va dire, sur la longueur. On a eu les députés, donc que ce soit, on a eu PS, PCF et France Insoumise, surtout, qui sont venus nous aider. C'est vrai qu'on est beaucoup. Il y en a un que tu as oublié et qu'on est allé soutenir et elles sont souvent venues nous soutenir. C'est Dietal, fabrication de luminaires à Saint-Georges-de-Mons. Bien sûr, excusez-moi, Voilà. bien sûr, Et ouais, c'est qu'il y en a tellement, on a tendance à en oublier parce que c'est compliqué quand on se retrouve à 5 usines en même temps à licencier sans oublier la CEITA ou Closerve juste avant. On ne parle pas des sous-traitants. Et sans parler des sous-traitants parce que, ouais, moi, je pourrais en parler parce que
Modern Marquage, Colortech, Sabara Aerotech qui sont aujourd'hui en difficulté. On prend Sabara Aerotech, 39 salariés quand même, hein, qui sont en grosse difficulté, notamment à cause de notre plan à Tarascon-sur-Ariège. Et ouais, faut comprendre qu'une boîte qui ferme, généralement, c'est 2 emplois de sous-traitance en moins et 3 emplois induits dans les commerces, dans le tertiaire, etc. Un emploi C'est la industriel. règle, c'est la règle des 80-20, c'est-à-dire que 80% du chiffre d'affaires d'un de vos sous-traitants est réalisé avec un seul client, en l'occurrence Luxfer. Si Luxfer ferme demain, vous C'est n'avez ça. plus que 20% de chiffre d'affaires pour tenir la barre. C'est Sauf ça. que comme le bassin industriel est en train de s'effondrer et que vous êtes spécialisé typiquement dans l'industrie, au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Vous ne pouvez pas remonter la pente. C'est pas possible. C'est pour ça que à Clermont actuellement, enfin dans le bassin d'Auvergne, hein, il y a énormément de liquidations judiciaires ou d'entreprises qui ferment, hein, qui mettent la clé sous la porte, et même les actionnaires disent c'est bon, vous voulez pas nous aider en France, c'est bon, vous nous faites chier. Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais on peut pas. On va pas mettre toutes nos billes, nous personnels investisseurs, n'avoir aucun retour sur investissement, être obligé de trouver des nouveaux créneaux d'activité qui vont faire de l'investissement supplémentaire, parce qu'il faut faire de nouvelles machines, il faut prospecter différemment, etc. Les supports de communication, il faut tout refaire, les sites internet, j'en passe, c'est des meilleurs. Et par exemple, il y a quelque chose qui m'a interpellé à un moment concernant Luxfer. Vous avez, tu m'as dit à un moment, une machine industrielle qui date de 96, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Qui a la particularité, alors tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais de ne pas être déménageable, pas déplaçable. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une machine, même si tu fermes l'entreprise, cette machine, c'est de la technologie de pointe, elle est neuve, parce que 20 ans dans l'industrie, comme tu l'as souligné, c'est neuf, mais malheureusement, il n'y a aucune possibilité technique de déplacer l'outil industriel, ce qui veut dire, si je ne dis pas de bêtises, que cette presse dont tu parles, elle va être tout bonnement détruite. C'est bien ça? Alors, c'est un peu plus complexe parce qu'elle peut être déplacée, mais ça coûte tellement cher que c'est ça. Oui, c'est des machines comme ça qui étaient cherchées à être détruites ou plus Combien ça donne simplement être pardon? rendues. C'est des machines dont ils cherchaient notre direction à détruire ou simplement à les rendre inutilisables. C'est-à-dire pas forcément l'enlever, mais la détruire en un point précis qui fait elle ne peut plus fonctionner et qu'elle sera plus jamais utilisable. Ce qui laisse aussi des questions sur l'avenir qui va rester de notre entreprise. Une friche industrielle, comme on peut le voir tout au Lyon quand on va vers Thiers, on s'en rend compte, Ouais, bien des sûr. tas d'usines qui sont abandonnées en friche industrielle. Alors moi, je ne sais pas exactement ce que veut faire notre direction. Cette machine à elle toute seule, elle pèse 300 tonnes. Hein, donc c'est pour ça, quand on dit c'est difficilement déplaçable, c'est démontable, mais ça coûte une fortune. Et en destruction, ça le coûte encore plus. Et le En coût plus, de la machine elle-même, tu le connais? le coût, alors à l'époque, ça veut tout et rien dire, mais à l'époque, c'était l'équivalent en 96. Elle a fini d'être montée en 96. En réalité, elle a été achetée avant. Et de 10 millions d'euros, il me semble que c'était à l'époque. Alors, ça doit valoir un peu moins cher maintenant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a été nationalisé de 82 à 95. Qu'est-ce que ça a apporté la nationalisation chez nous et en général dans le milieu de la bouteille. Aujourd'hui, l'alliage d'aluminium le plus adapté, le plus résistant, le plus haut de gamme, qui aujourd'hui est toujours le même, il a été développé en 86 par notre entreprise et le centre de recherche Vorep qui appartenait aussi à Péchiné et donc à l'État. Les techniques de fibrage sur bouteille, ça a été développé de 91 à 94 sur notre site qui aujourd'hui en font, c'est à partir de ça qu'a été développé les bouteilles les plus légères, fibrées en fibre de carbone, payées par l'État français. Et cette fameuse presse qui a été payée, elle a été donc finie de monter en 96, mais payée avant. Ça a été le dernier cadeau de l'État français dans Payé notre par la entreprise, collectivité. payé par la Attention, collectivité. il faut Voilà. bien. Non, non, mais il faut être C'est ça. précis dans les termes qu'on entreprend. Moi, je fais partie d'une entreprise 100% publique, donc je Voilà. peux en parler. Il faut bien comprendre que ces machines-là, c'est le contribuable français qui, par ses impôts, alimente les caisses de l'État, qui C'est ça. utilise cet argent pour investir massivement dans la maintenance des réseaux électriques, de gaz, d'eau, et également dans l'investissement de ces entreprises dites stratégiques. Parce que ça, c'est malhonnête intellectuellement de ne pas le préciser, me semble-t-il, pour Ouais. bien comprendre la nuance entre ce qui est une entreprise publique et ce qui est une entreprise privée. C'est vrai ou pas? C'est ça, c'est exactement ça.
Ok. Comme je suis toujours à cheval sur l'horaire, moi je suis très carré comme garçon. J'avais dit on essaierait de faire court, mais en tout cas c'est tellement intéressant que je pense qu'on pourrait y passer la nuit. Mais j'ai deux questions, trois questions et je terminerai là-dessus. Euh, Est-ce que Luxfer aujourd'hui refait la même chose que vous en Angleterre ou pas? Alors non, justement, ben, c'est un point intéressant à expliquer parce que jusque-là, on n'a pas parlé de la raison de notre fermeture, la vraie. Pourquoi on ferme? Parce que dans un sens, il y avait le centre de recherche et développement, les produits innovants et de l'argent. Pourquoi on ferme des boîtes qui marchent? Il faut comprendre pourquoi on ferme des boîtes qui marchent. Parce qu'on est nombreux, hein, des boîtes qui fonctionnent et qui font de l'argent à fermer. La raison, si vous regardez sur le marché, c'est que le groupe Luxfer, sur la bouteille de gaz, c'est 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son principal concurrent, c'est des Turcs ils font 44 millions de chiffre d'affaires sur la bouteille. Pour vous dire à quel point le groupe Luxfer est en position de monopole. Donc, quand vous avez racheté tout le monde, tout le marché, vous maîtrisez le haut de gamme, mais aussi le bas de gamme. Bah, qu'est-ce que vous faites pour gagner de l'argent? Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous dites, eh ben, le haut de gamme que je faisais, je vais le supprimer. Et je vais supprimer aussi mon centre de recherche et développement. Je ne vais pas le délocaliser, je vais le supprimer. Et je vais le remplacer par du bas de gamme. Du bas de gamme avec de l'aluminium moins cher. Et donc, forcément, ça vous coûte moins cher à produire. Donc, pour vous, vous faites plus de marge. Donc vos clients, ils vont essayer de chercher ailleurs, mais il n'y a pas d'ailleurs, parce que vous êtes en position dominante. Donc ils sont obligés de se tourner vers vous. Et là, si vous vous mettez à la place de Luxfer, et c'est ce qu'ils ont fait, et ben en plus, je vais en profiter pour augmenter mes prix, parce que tu viens de me dire ouvertement que tu n'as pas bien le choix. Donc je vais augmenter mes prix de 12%. Donc moi, j'augmente ma marge parce que ça me coûte moins cher à fabriquer. Ah, on a perdu Excel. Alors, ça arrive. Il est en train d'expliquer quand même quelque chose d'assez surprenant. Il est en train de nous Et toi, expliquer. Ah, tu achètes alors, des productions qui sont pas remises ailleurs. En tout cas, la majorité n'a pas été refaite, parce qu'il y a une petite partie qui a été refaite quand même en Angleterre. Mais voilà comment on augmente ses marges aujourd'hui. On force tout le monde et on prend tout le marché à la gorge. Et il faut savoir que alors, c'est illégal. Ça s'appelle un abus de position dominante. mais il n'y a pas de recours. Alors il y a un recours, mais même problème que tout à l'heure, ce recours, il va se faire sur le long terme. Déjà, c'est une procédure qui se fait au niveau européen, parce qu'il faut savoir que ça, c'est ne même pas respecter les règles du capitaliste du commerce européen. Et c'est complètement illégal, ça s'appelle un abus de position dominante. Et malheureusement, ben, comme pour le reste, eh ben, on dira plus tard, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Bon, pour le coup, ça risque de leur coûter beaucoup plus cher. Alors, là, je rebondis tout de suite. Honnêtement, on est le 20 avril, c'est ça aujourd'hui, le 21 avril 2020. Ça fait déjà un petit moment qu'on est confiné. Hein. On doit attaquer le 36 ou 37e jour. On parle beaucoup des réquisitions et de nationalisation, qui sont deux choses différentes entre nous, soit dit. Visiblement, d'après mes sources, tu me dis si je me trompe, ce qui est bien, c'est que tu es mon contrepoids, justement. C'est que il paraîtrait que l'actionnaire ne souhaite pas que l'État puisse réquisitionner l'outil industriel parce qu'il aurait peur d'une concurrence dite déloyale. Parce que le savoir-faire, c'est vous qui l'avez. Donc, si on redémarre une entreprise réquisitionnée stratégique, euh, l'actionnaire a peur que derrière vous refassiez de la R&D, vous refassiez ce que vous faisiez avant, et que là, quelque part, vous prenez presque votre revanche en disant, regardez, vous avez fermé, vous êtes parti, manque de peau, il y a eu le Covid, donc là, eh ben, on a pu sauver notre peau, et maintenant, on va même vous faire concurrence. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis? Ouais, dans les faits, alors c'est pas qu'ils refusent une réquisition. Ils ne pourraient pas refuser une réquisition. Aujourd'hui, ils refusent la vente de l'entreprise. Aujourd'hui, l'État français pourrait très bien réquisitionner l'entreprise. Ce qui, pour le coup, il devrait dédommager Luxfer et il devrait aussi lui rendre à la fin pour qu'il nous relicencie et qu'il recasse l'outil de travail. C'est pas pour que nous, on fasse de la concurrence déloyale. Justement, c'est l'inverse. C'est pour faire de la concurrence loyale qu'ils veulent pas. Parce que pour le coup, ils veulent continuer à faire leur stratégie qui est complètement illégale. Et qu'aujourd'hui, si nous, on réouvre et qu'on est repris, ou qu'on est repris ou qu'on retourne, ils veulent continuer à abuser de leur position dominante sur le marché européen, ce qui est complètement illégal, mais ils veulent continuer à le faire. Et puis de toute façon, quel recours il y a, puisque si l'entreprise n'existe plus, même s'ils se font condamner, dans un sens, elle n'existe plus, donc elle pourra pas être réouverte. En gros, tu es en train de dire quand même que la France n'est pas maître en sa demeure. Elle est obligée de demander à l'Europe la possibilité de pouvoir acquisitionner une entreprise sur son sol. C'est ce que tu es en train de dire.
Alors, là, l'État français pourrait très bien réquisitionner. Aujourd'hui, l'État français dit qu'il n'y a pas de problème sur la bouteille d'oxygène en France, ce qui est pas vrai. On peut voir les messages des salariés d'Air Liquide qui le lancent. Les problématiques sur la bouteille d'oxygène, elles sont réelles, puisqu'aujourd'hui, il y a des dérogatoires qui ont été mis en place par le ministère de la Transition écologique et solidaire, il me semble, pour envoyer des bouteilles, ce qu'on appelle rééprouvées avec des dérogatoires au contrôle. Alors ça peut paraître pompeux, en gros, c'est qu'on envoie des bouteilles c'est quand même une bombe, il faut comprendre une bouteille, avec des contrôles en moins sur le marché, pour pouvoir justement continuer à travailler en flux tendu et éviter une pénurie. Un autre point, c'est qu'ils sont en train, comme l'a dit le ministère d'économie, de vouloir envoyer des bouteilles en acier. Il faut savoir que s'il y a des bouteilles en aluminium et des bouteilles en acier, c'est pour une raison, c'est qu'elles ne sont pas toutes compatibles au niveau des réactions avec le gaz. Et notamment, l'acier, ça se corrode. Même s'ils mettent des revêtements, ça pollue l'air des patients. Et ça pèse un âne mort, on ne va pas se mentir. L'acier, ça pèse 1 tonne. Donc on envoie des bouteilles potentiellement dangereuses sur le marché, des bouteilles pas adaptées pour éviter une pénurie. Et l'autre jour, je voyais, ils ouvrent des centres de santé Covid-19. Alors si on s'attarde un peu sur le contenu de ces centres de santé, il doit y avoir des bouteilles d'oxygène. Et si vous prenez la région Aquitaine, avec Limoges notamment, qui se plaignait de dire ben nous, vous nous demandez d'ouvrir des centres Covid-19 avec des masques, etc. Les masques, on n'en a pas. Les gants, on n'en a pas. Et les bouteilles d'oxygène, vous nous les avez réquisitionnées. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas de problème de bouteilles d'oxygène sur le marché, c'est faux. Quand on dit qu'il y en a 220 000 et ça se remplit une bouteille, c'est vrai, il y en a 220 000. Mais en 2008, il y en avait 450 000. Et aujourd'hui, il faut savoir que ces 220 000, elles ne sont pas disponibles. Si elles sont sur le marché à flux tendu, c'est parce qu'il y en a qui sont en train d'être remplies pendant que les autres, des patients qui ont d'autres pathologies, les utilisent. Ça veut dire que ces bouteilles-là ne sont pas disponibles. Donc, quand on vous parle de 220 000 disponibles, c'est faux. C'est 220 000 qui ne sont pas disponibles pour le Covid-19. Aujourd'hui, il y a un réel problème. Mais il faut savoir qu'on était la seule usine de l'Union européenne depuis que l'Angleterre a quitté l'Union européenne, puisqu'il y en a quand même une en Angleterre. Aujourd'hui, on est obligé de s'approvisionner en Angleterre et en Turquie. Et la problématique, c'est qu'il y a déjà des pays qui ont eu des problématiques. On peut parler de l'Irlande qui s'en est plein. Il y a l'Italie aussi. L'Italie qui envoie massivement des bouteilles acier sur son marché parce qu'ils n'arrivent pas à s'approvisionner en bouteilles aluminium. Donc aujourd'hui, quand on dit il n'y a pas de problème sur les bouteilles, c'est pas vrai. Il y a un problème sur les bouteilles Après, il d'oxygène. faut être stratégique, hein. Si tu importes de la marchandise, elle ne vient pas à pied, elle vient par la mer, par avion. C'est de la matière dangereuse, donc qui est très réglementée, notamment sur le transport routier, parce que c'est pas une semi-lambda qui va emmener des bouteilles de gaz, hein, on est bien d'accord. Donc plus on met la production loin, plus on pose la problématique de transport, ce qui coûte énormément à l'État. Attention, racheminer de la matière dangereuse en France coûte extrêmement cher. Là où je rebondis également, c'est que il y a cette semaine, et notamment la semaine dernière, les OS, les organisations syndicales d'air liquide, qui ont tiré la sonnette d'alarme par rapport typiquement à ce que tu es en train de dire, en disant attention, vous dites dans la communication officielle qu'il n'y a aucun problème. Nous, on produit 200 000 bouteilles, on va droit dans le mur. Donc, soyez raisonnable, revoyez le dossier Luxfer. Hein, c'est bien ça. J'ai également j'ai lu un document très intéressant. Alors, on va pas parler des repreneurs. J'imagine qu'il y a beaucoup de repreneurs là actuellement, de gens qui doivent transiter autour. Mais en tout cas, il y a un repreneur quelconque, on va dire, qui a communiqué là-dessus, qui peut utiliser vos bouteilles en aluminium pour greffer un respirateur portable. Mais la particularité, c'est qu'ils ont besoin de votre alliage, le savoir-faire unique en France. Il n'y a aucun équivalent, tu parlais de la Turquie tout à l'heure ou d'autres, il n'y a aucun équivalent de producteur de bouteilles qui est capable de produire ce type de bouteilles recherchées. Ils ont breveté leur truc, enfin bref, et ils t'expliquent concrètement, moi je les ai eu au téléphone, ces gens-là, ils t'expliquent que voilà, tu mets un respirateur sur une de vos bouteilles, l'avantage c'est que tu peux faire du soin à domicile. Parce que ce que les gens, il faut bien qu'ils comprennent les enjeux, c'est que aujourd'hui en réanimation, tu as les personnes intubées qui doivent être sous respirateur 24 heures sur 24. Ça, c'est les Covidés plus, les cas les plus sévères. Mais parallèlement à ça, on retrouve aussi des patients en réa qui, eux,
ont besoin d'une assistance respiratoire, mais pas d'intubation. Et là, l'avantage, c'est d'avoir un système portable où tu es chez toi et tu le prends avec ta bouteille. Et donc, ça a l'avantage de quoi? Déjà de dédier les lits pour les cas graves, de désengorger les hôpitaux qui sont sous pression et de plus d'améliorer le confort du patient tout en faisant marcher l'industrie française avec son savoir-faire, son industrie, ses outils de production qui n'attendent que ça, parce qu'il faut 9 semaines pour redémarrer votre entreprise, et que parallèlement à ça, c'est aussi une possibilité d'export dans le monde entier, parce qu'on est sur une pandémie mondiale. Si tu crées un système de portabilité qui s'adapte à n'importe quel pays du monde, n'importe quel capitaliste qui se respecte va mettre des billes dedans, ça me paraît logique. Donc, il y a aussi un système qui permet aussi de filtrer l'air extérieur pour justement, tu as un système de filtre, alors c'est très compliqué, très technique, mais ils ont besoin instamment d'un producteur comme vous. Maintenant, moi j'ai deux questions pour terminer l'émission, parce que je pense qu'on a évoqué toutes sortes de sujets. C'est, et d'une, si on devait demain, l'actionnaire, il veut rien savoir. L'Europe ne veut rien savoir et l'État ne veut rien savoir. Bon, ça peut être le cas. Est-ce que vous avez la possibilité, derrière, de remonter une usine similaire à Luxfer? Et combien ça coûte? Alors, c'est complètement impossible, dans le sens où ça coûterait plusieurs dizaines de millions d'euros. On a une usine qui s'est construite sur 80 ans. On est très peu dans le monde à fabriquer des bouteilles de gaz en aluminium, et encore moins des bouteilles d'oxygène. Je crois qu'il y en a deux sur le territoire américain, un en Turquie, un en Angleterre, un en Chine, un en Chine et un en Inde qui ne peuvent pas vendre en Europe parce que chaque zone faut une accréditation. Et si vous n'arrivez pas à la passer, la zone n'est pas accessible. Donc la Chine et l'Inde n'ont pas accès au marché européen et il y avait nous. Et, aujourd'hui, remonter une usine, ça serait faisable si tu veux. On m'a dit Ça 3 ans, est-ce coûterait, que c'est vrai? ça coûterait vraiment très cher. Surtout, ça serait très long, puisque notre entreprise, ce qui fait la force de l'entreprise, c'est le savoir-faire. Et aujourd'hui, remonter pendant 3 ou 4 ans une entreprise d'oxygène, déjà pendant 3 ou 4 ans, vous ne les avez pas. Et en plus, vous prenez le risque que les savoir-faire, ils partent, que les gars ils soient obligés de changer de ville pour trouver un emploi ou qu'ils aient retrouvé un emploi ailleurs et que Alors, tu me bah, fais rebondir sur vous ma n'allez pas deuxième prendre le risque à question. 55 ans de quitter une boîte où vous avez eu, il vous reste 2 ans à faire pour revenir dans une autre qui vient de se monter. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on demande à l'État aussi d'intervenir, puisque le groupe Luxfer refuse de vendre. Nous, on ne parle pas de repreneur ou quoi que ce soit. Parce que tout pour la simple et bonne raison que tant que l'État n'a pas réglé le problème avec Luxfer, il n'y a pas de possibilité de repreneur. Donc nous, on ne parle pas du tout de repreneur. Aujourd'hui, tant que l'État français n'a pas pris ses responsabilités et n'a pas décidé une bonne fois pour toutes de dire stop, vous êtes une entreprise anglaise et américaine. Déjà, vous quittez l'Europe comme des sauvages. Là, De l'Angleterre. aussi de mon entreprise. Ils partent comme des sauvages. Il y a eu comme une intervention de l'Adréal, ils ont failli tout détruire en foutant le feu partout, polluer. Alors on est sur une nappe phréatique, l'usine polluée, une nappe phréatique qui alimente un ruisseau qui s'appelle le Beda et intégralement polluée en déversant des centaines de tonnes d'huile, virant tout le monde, Est-ce que c'est un destruction site totale. Céveso? Pardon? C'est un site Céveso comme Rouen qui a Non, brûlé ou... on n'est pas un site Céveso dans le sens où ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque pour les riverains, hein. Ça veut juste dire que le risque il est limité au niveau de la zone. Si je risque Céveso, c'est qu'il y a vraiment un risque sur une zone très étendue. Nous, elle est moins étendue, donc on n'est pas Céveso. Nous, on est par contre un site classé ICPE, donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas forcément pour la dangerosité des personnes, mais plus pour les risques environnementaux. Donc, ouais, donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que l'État intervienne.
Et tant qu'il ne sera pas intervenu, il n'y aura aucune possibilité de reprise, que ce soit une reprise dans la bouteille ou une reprise autre, parce qu'il y a eu aussi au début de notre plan de licenciement une personne qui était intéressée sur une activité qui était différente, ou notre ancienne activité aéronautique, par exemple. Et aujourd'hui, il n'y a aucune reprise qui est possible. Alors non seulement c'est inadmissible en cette période parce qu'on fait des produits stratégiques, mais c'est inadmissible pour le long terme. Et tant que personne n'est intervenu pour sauver cette entreprise, on est coincé. C'est pour ça qu'on demandait la nationalisation, puisqu'aujourd'hui, la nationalisation, c'est le levier le plus facile pour retirer ces biens du groupe Luxfer qui en abuse. Alors après, moi, sans rentrer dans les polémiques, parce que ça nourrit toujours des polémiques, moi, je parle de faits. Hein. On a 20 000 morts du Covid en France, Ouais. des hôpitaux saturés, manque de masques, pas de tests pour la population, pas de gants, des surblouses qui font sac poubelle ou limite du papier craft, tu mets la manche dedans, il y a tout qui part. Premier budget hospitalier d'Europe avec l'Allemagne. 11 milliards de budget qui ont été injectés pour le budget hospitalier. Et malgré tout, en restant neutre et complètement objectif, on a l'impression qu'on fait du surplace, alors que des gens proposent des solutions. Ce qui est le cas avec Luxfer ou Famar ou même d'autres sociétés. On va terminer là-dessus d'ailleurs, si tu permets, parce que voilà, je t'avais dit, on respecte le timing. La dernière question, et ça ira très bien en guise de conclusion. Enfin, tu vas répondre à la question et puis après, tu me donneras ton petit ressenti sur l'émission. C'est toujours sympa aussi. Et si tu as un petit massage à passer aux gens qui te regardent, mais beaucoup moins technique que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais pour en revenir au sujet très actuel du moment, toi, tu es un acteur clé visiblement de la représentation salariale de l'entreprise. Tu étais en contact avec le ministère, je crois, c'est ça? Ouais. Et on en est où? Des relations avec le ministère? Il y a des rendez-vous de prévus. Alors, là, bon, le temps qu'ils se reconnectent. Est-ce que tu as des rendez-vous de prévus avec le ministère? Est-ce que tu as un interlocuteur dédié? On en est où? Parce que, alors, là, on est en reconnexion, donc je vais attendre qu'il se reconnecte, mais il le dira moi-même. Qui sont quand même en train d'avancer, on va dire. Après, j'attends les résultats parce que je me suis déjà fait balader plusieurs fois et ça a été assez dur à vivre pour tous mes collègues. Donc, je pourrais pas dire à l'heure actuelle si je vais pas non plus dire qu'il n'y a rien qui est fait parce que c'est pas forcément vrai. Moi, je trouve qu'il y a pas forcément assez qui est fait. Je parle en termes de volonté politique, puisque ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas d'intervention frontale, que ce soit pour nous sauver, nous, pour sauver Famar, pour sauver l'usine de Plaintel de masques qui aurait pu être sauvée déjà avant. Des entreprises d'ailleurs qui sont souvent dans les mêmes situations, détenues par des fonds de pension américains parce qu'on parle souvent de la Chine qui, soi-disant, ravage notre industrie en France et délocalise ailleurs. Si vous regardez les chiffres, c'est pas forcément vrai. C'est beaucoup plus d'entreprises anglo-saxonnes et américaines qui le font et dans des conditions souvent terribles. Et donc, je vais pas dire qu'il y a rien qui avance parce que c'est pas vrai, mais j'aurais aimé quand même une intervention plus frontale. Quand on parle des entreprises en nationalisation, il n'y a ni Famar, ni nous, alors, il y a une usine aussi dont on commence à parler, qui fait des sondes là, pour la réanimation. Je ne me rappelle plus son nom. C'est terrible parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les priorités, elles sont pas forcément aux patients, elles sont pas forcément aux malades, elles sont à l'économie, quoi. Autant le dire. Enfin, c'est pas de la fake news que de dire qu'aujourd'hui, on privilégie la finance au bon sens. Mais tu vois, il y a quelque chose. C'est totalement ça, la finance. Alors moi, je vais juste résumer de toute façon tout ce qui s'est passé dans notre plan par la première discussion que j'ai eue au ministère de l'économie et des finances. Ça a été simple, on est allé, on a dit voilà, on avait beaucoup d'espoir. Moi, je suis pas comme mes autres collègues qui étaient montés, on était montés à plusieurs. On n'a pas l'habitude, c'est assez impressionnant d'aller au ministère de l'économie et des finances. Il y a des costards cravates partout, les bâtiments sont immenses, des grandes voitures avec des vitres noires qui avancent, etc. C'est assez impressionnant.
Et on avait rencontré le monsieur industrie, le monsieur réindustrialisation du pays, ce qu'on appelle le délégué interministériel aux restructurations, qui s'est un peu fait connaître avec des magouilles sur le dossier Ascoval, et qui s'appelait Jean-Pierre Floris. Et il a résumé tout ce qui s'est passé pendant notre plan. Il nous avait dit, de toute façon, l'État français ne fera rien pour vous, puisque aujourd'hui, l'idéologie, c'est que vos emplois, l'entreprise, les machines appartiennent à vos actionnaires. Et aujourd'hui, un actionnaire qui a envie de casser son jouet, peu importe de la façon dont il le fait, ben, on le laissera faire parce que c'est ça le libéralisme en France. Ouais, Et on avait enfin, rajouté au niveau de la directe, il nous avait rajouté pour qu'un investisseur extérieur vienne investir en France, il faut qu'on le laisse partir de la manière dont il le souhaite. Et je trouve que ces deux phrases, elles ont résumé tout ce qui s'est passé pendant notre plan, qui certes bouge un peu maintenant pendant la crise du Covid-19, en tout cas pour notre dossier, et on verra au bout du bout si les actions, elles y sont. Mais voilà ce que ça a résumé, nous, 16 mois de plan de licenciement, et pas forcément que sur la santé, hein, sur toutes les autres entreprises du privé et les grosses multinationales qui les ferment. bah, tu vois, moi, je reste encore une fois neutre, objectif là-dessus. D'accord? Je me fais mon idée en tant que citoyen. Par contre, je m'interroge. Chaque jour qui passe, ce sont des morts en plus, ce sont des hôpitaux sous pression, c'est des manques de moyens qui s'accumulent. Euh, Il y a quand même quelque chose, moi, qui m'excède, si je peux me permettre. Les débats, je les ai regardés cette semaine, où l'opposition a défendu les dossiers notamment Luxfer et Famar à Lyon, qui produit de la nivéquine à base de chloroquine. Là où je suis absolument contrarié, c'est ce qui m'a poussé à vouloir t'interviewer, c'est que les intervenants à l'Assemblée nationale ne connaissent absolument pas leur sujet, notamment La République en marche. J'invite les auditeurs à reprendre les débats. Vous regardez cette vidéo, vous allez ensuite regarder les débats à l'Assemblée nationale qui se sont tenus à 3 heures du matin sur des sujets aussi stratégiques avec des bancs de l'Assemblée qui étaient complètement vides. Et qu'on se retrouve avec un porte-parole de gouvernement qui représente Bruno Le Maire, c'est la petite jeune là, bref, mais avec tout le respect que je dois à cette personne, elle n'a jamais entendu parler de votre activité. Parce qu'à un moment, on avait l'impression que vous faisiez que de l'oxygène et que c'était que pour les pompiers et les hôpitaux, point, on s'arrête là. Je t'avoue que quand j'étais derrière mon poste de télévision, euh, je tremblais. Je tremblais parce que comment peut-on voter des lois, des réquisitions ou des décisions aussi stratégiques, importantes face à un Covid qui, je le rappelle, a provoqué un confinement mondial et qui est le défi du 21e siècle. C'est pas de la fake news que de dire ça. Comment peut-on euh, faire ça? Tu m'as dit au téléphone l'autre jour, j'ai rendez-vous le 11 mai, c'est ça? Alors non, après j'ai des rendez-vous Avec le assez ministère. réguliers. Pas forcément le 11 mai, mais après j'ai des rendez-vous assez réguliers. D'accord. Mais j'ai l'impression quand même qu'on prend un sac, on met des pierres dedans. On est en train de l'alourdir et on te demande quand même d'essayer de le soulever malgré tout. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ton sac il est trop rempli de pierres, même avec la meilleure volonté du monde, tu ne peux pas le soulever. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en France. J'aimerais juste, euh, moi, en tant que citoyen et non pas en tant qu'animateur d'une émission, demander à l'État d'avoir l'honnêteté intellectuelle de faire ce que tu fais, c'est-à-dire d'expliquer factuellement aux gens pour quelle décision. Je préférais que Bruno Le Maire aille à la télévision et dise je suis pieds et mains liés par l'Europe, pieds et mains liés par l'actionnaire, et que donc toutes les solutions de maintien à domicile, nous ne pourrons pas les développer, ou d'autres solutions de repreneurs potentiels, parce que nous sommes là. On est en Covid. On va renvoyer des enfants à l'école alors même que les parents peuvent s'y opposer, avec tout ce que ça génère, c'est une maladie gouttelette qui est manuportée. Tu touches quelque chose d'infecté, tu portes tes mains au visage, tu as le Covid. On le sait. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel, et demande à un enfant de 7 ans de respecter les gestes barrières. Donc on est quand même dans quelque chose qui touche la vie de nos concitoyens, la vie humaine, mais on va être chauvin là-dessus.
la vie de nos concitoyens, en plus avec des repreneurs potentiels qui apportent des solutions techniques qui permettent d'être les rois du pétrole pour demain, parce que le Covid, on sait qu'on va en bouffer pour 2 ou 3 ans. Excusez-moi, mais au bout d'un moment, avec ma petite cervelle de citoyen moyen, je ne comprends pas. Et je pense que collectivement, et là je ne parle pas dans des débats politiques, nous serions en droit d'exiger de l'État qu'il remplisse sa fonction de communication vis-à-vis des gens. Et que ce ne soit pas à nous, citoyens, de devoir créer des émissions pour faire de l'information. Les médias mainstream sont là pour ça. J'ai beaucoup regardé les débats Luxfer sur BFM, CNews, LCI, France Info. J'ai lu les articles de presse. Je trouve que ceux qui sont le plus représentatifs de tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est la presse écrite, mais pas la presse télé. Parce que la presse télé, déjà, ils ne vous laissent pas parler, comme je l'ai fait. Et en plus, on invite des spécialistes qui sont spécialistes d'un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, ça peut avoir des graves conséquences dans les décisions stratégiques prises par l'État. Et je pense honnêtement que les médias doivent rendre des comptes à l'État. Parce que si vous floutez la communication réelle, vous floutez les décisions derrière, me semble-t-il. Voilà. Donc, moi, c'était mon mot de conclusion à moi. D'accord. Axel, j'étais vraiment ravi de te recevoir. Moi aussi. J'ai juste envie de te dire merde. J'ai juste envie de te dire passe un message à tes collègues que j'ai croisés ici ou là sur Clermont-Ferrand, dirons-nous. On ne vous oublie pas. On pense Merci. fort à vous. On milite pour vous aussi sur les réseaux. Et j'espère que ça t'aura fait du bien. Ça t'a fait du bien de participer à cette émission parce que tu as fait vachement plateau de télé, radio, tu as été partout. À un moment, j'ai presque eu l'impression que tu étais une superstar du rock, alors que tu es un anonyme pour moi. Et là, bon, tu es chez Monsieur et Madame Tout le Monde. Ça t'a fait du bien, ça te fait quoi de faire des émissions de ce type-là? Ah, moi, ça me fait toujours du bien d'en parler, dans le sens où c'est même pas de la colère qu'on a avec les collègues, c'est de la rage, dans le sens où il y a beaucoup de gens quand même qui sont pas conscients que toutes les lois et pas que les ordonnances Macron ont permis ce qui se passe chez nous. Et ça fait forcément du bien de pouvoir en parler et de faire comprendre aux gens et que ça se diffuse et qu'ils se disent mais merde, mais comment on a pu laisser passer un truc pareil? Comment c'est possible qu'en France on fasse ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi, quand tu le disais, ils sont pieds et mains liés pour le dire, ils se sont créés leur propre chaîne. C'est eux qui ont mis ces lois en place. Donc aujourd'hui, quand ils disent qu'ils sont bloqués et qu'ils ne peuvent pas intervenir, il faut quand même rappeler que c'est eux qui se sont mis leurs propres lois et qui justifient aujourd'hui l'inaction par ces propres lois qu'ils ont mises. Et pour te dire, la chose qu'ils ont faite, nous, on a bloqué l'usine pendant 53 jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour la sauver, mais aussi on voulait que l'État se positionne après 16 mois d'inaction. Et on voulait qu'ils disent maintenant, vous êtes de notre côté, vous êtes soit du côté des citoyens, soit vous êtes du côté des financiers. Alors, ils n'ont rien répondu. Par contre, ils ont fait une action. Ils ont licencié les derniers salariés protégés en validant le motif économique, puisque je disais tout à l'heure qu'il n'était pas jugé, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il est jugé uniquement pour les salariés protégés. Et aujourd'hui, la réaction, ça a été ça. Donc, pour vous dire que moi, ce qui me gêne, c'est qu'on voit exactement, on voit exactement de quel côté ils se sont positionnés, du moins le ministère du Travail et le gouvernement. Et moi, ça me fait forcément du bien de pouvoir en parler, de pouvoir porter au grand jour notre histoire et à quel point elle est incompréhensible, inhumaine et injustifiable. C'est, et ça me fait toujours plaisir de pouvoir communiquer dessus, quoi. J'étais ravi, Axel, encore une fois. Et comme je te trouve passionnant et que je suis passionné, je vais te poser cette dernière question. Tu es citoyen, mais tu as une très bonne connaissance du dossier de l'intérieur. Euh, pour toi, quel est le premier responsable, l'Europe ou la France? Alors, moi, moi, pour moi, le premier responsable, c'est Objectivement, surtout la. Pardon? objectivement, c'est-à-dire sans parti pris. Objectivement, moi, surtout, je pense que je ne suis pas assez un expert pour pouvoir juger sur ce dossier. Moi, j'ai traité qu'avec l'État français. Déjà, avant que ça bloque au niveau de l'Europe, ça a surtout bloqué au niveau de notre État. Moi, j'ai pas eu à traiter plus haut. Je ne pourrais pas te dire qui est le fautif dans tout ça. Est-ce que c'est l'Europe qui donne des directives à l'un ou c'est l'autre qui prend des directives tout seul?
Je suis incapable de répondre à cette question. Moi, j'ai surtout traité avec l'État français et l'inaction qu'il y a eu pendant les 16 premiers mois de notre dossier, elle venait de l'État français. Et des lois qui ont été mises en France. Après, qui a donné les directives pour mettre ces lois? Je ne suis pas assez un expert pour pouvoir en parler. Bon. En tout cas, tu as été super. J'étais ravi de faire cette émission avec toi, Axel. Pour mes auditeurs, donc, les petites gueules du net, l'émission que vous avez l'habitude de suivre maintenant désormais. Petit message, la prochaine va porter sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes, le mouvement est maintenant, point d'interrogation. Que vont-ils devenir? Existe-t-il encore sous le Covid? Pèse-t-il encore sur les pouvoirs publics, sur l'État? Pensez-vous que c'est viable? Pensez-vous qu'ils sont fascistes? Pensez-vous que c'est un mouvement national, mondial? Est-ce que vous pensez qu'il faut quitter ou garder son gilet? Ça sera le thème de la prochaine émission qui sera diffusée cette semaine et je communiquerai la date et l'heure. Donc, je t'invite d'ailleurs, Axel, soit à participer ou à regarder, parce que même si tu n'es pas gilet jaune, parce que je sais que tu n'es pas gilet jaune pour le coup, même si tu n'es pas gilet jaune, c'est une émission ouverte à toutes et à tous, sans tabou, à partir du moment où on fait comme on a fait là, du respect, de la cordialité, de l'honnêteté et pas de fake news. C'est les ingrédients pour faire une bonne émission. Mais en tout cas, voilà. Et la dernière chose, donc ça c'est, je reprends un peu le fil de mon émission, mais la dernière chose pour mes abonnés, comme vous savez, j'ai décidé de m'engager politiquement cette fois-ci. J'ai déjà brigué une élection municipale sur la commune d'Aubière, qui est une ville constituée de plus de 10 000 habitants. J'avais créé à l'époque une liste, malheureusement, qui n'a pas pu aller au bout pour des raisons financières, mais pas seulement, mais je ne vais pas trop en dire, je suis comme toi, chacun ses mystères, mais en tout cas qui s'appelait Organisation municipale. Et j'ai la prétention, en fait, de m'engager dans un mouvement, un nouvel élan citoyen qui va s'appeler l'organisation citoyenne. Donc, pour ce faire, malheureusement, je suis obligé d'arrêter mon activité média et de me consacrer uniquement sur la partie la moins rigolote que le média, qui est la politique, mais qui est tout aussi passionnant. Donc, avis à mes abonnés, si des gens veulent prendre ma place en tant qu'animateur, je vais proposer un petit casting. Donc, si vous avez toujours rêvé d'animer une émission, si vous avez toujours rêvé de faire ce que je fais, là, pour le coup, n'hésitez pas à me contacter, on en parle, on fait un petit test à distance, comme ça, pour voir ce que vous donnez. Et une fois que je valide et que vous avez le feu vert, je vous donne les clés de l'émission avec aucun droit de regard dessus. La seule chose étant de respecter ce que j'ai encore dit tout à l'heure, l'objectivité, la cordialité, le respect et surtout pas de fake news. Voilà. Axel, merci beaucoup d'avoir été mon invité ce soir. Merci à toi. À très bientôt, j'espère, une fois que le confinement sera terminé. Ouais, ouais. Prends bien soin de toi et des tiens, c'est très important. Merci. On n'oublie pas, mes chers abonnés, les yeux, le nez, la bouche. J'ai une tasse qui n'est pas la mienne. Je la prends, pleine main. Je la donne à mon collègue. Geste anodin qu'on fait hors Covid tous les jours. Tous les jours. Tant que je n'ai pas lavé mes mains au gel hydroalcoolique, je ne porte pas mes mains au visage. C'est obligatoire. Je dis bien, c'est obligatoire. Je me lave les mains et après, je porte mes mains au visage, ça ne pose aucun problème. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que une personne, un être humain, en moyenne, porte ses mains au visage une fois par minute. Pour se gratter, pour faire ça. Monsieur Macron fait beaucoup ça, lui, j'ai remarqué, dans ses discours, pour se gratter la barbe. D'ailleurs, les médecins recommandent de raser la barbe, parce que moi j'étais barbu, figure-toi, mais ils recommandent de raser la barbe parce qu'on a les barbus ont ce réflexe-là, de faire ça avec leur barbe. Et malheureusement, les barbes, c'est pas très propre. Et donc, là, tu fais un foyer complètement parfait. Dernière chose, quand vous mettez un masque, je mets mon masque, il est posé, je ne le touche plus, à moins de m'être lavé les mains avec du gel hydroalcoolique, je ne touche plus mon masque. Pourquoi? Parce que sinon, je mets le virus sur le masque. Oh, il est mal mis. Je vais le resserrer. Je suis mal. D'accord. Le problème, c'est que derrière,
vous incubez le virus sans vous en rendre compte. Vous pensez vous protéger, vous vous auto-infectez. Donc, étant donné que je trouve que la communication de l'État, encore une fois, sans faire de polémique, n'est pas adaptée par rapport aux défis du moment, et que j'ai la chance d'avoir beaucoup de relations dans le personnel hospitalier, je me permets de vous faire, sur leur demande à eux, ces recommandations. Suivez-les bien, s'il vous plaît. Pensez à vous. Quand vous allez au supermarché, que vous faites des courses, que vous utilisez des gants, les gants, pour qu'ils soient efficaces, il faut 2 paires de gants. Une première et une deuxième qui recouvre la première. Je vais faire mes courses, je manutentionne mes produits. Je les mets dans mon coffre. Je ne rentre pas dans ma voiture avec mes gants infectés de virus, ou j'en mets partout sur le tableau de bord, sur le volant, le levier de vitesse, j'en passe, c'est des meilleurs. Parce que là, vous allez faire, en plus, une voiture, c'est un milieu confiné qui est très très petit, et qui va faire que, alors là, dès que vous allez prendre un passager, un autostoppeur, vous allez l'infecter. Donc, ayez bien le respect des gestes barrières, ne sortez pas de chez vous. Ne sortez pas de chez vous. Je vais à l'encontre de la communication du gouvernement. Ne sortez pas de chez vous, sauf en cas d'extrême nécessité, comme l'a fait la Grèce, qui enregistre aujourd'hui 120 morts pour un pays de 10 millions d'habitants, qui a fait peur aux gens. Les gens ne sortent pas. Et les seules activités qui sont tolérées là-bas, c'est l'alimentaire, et non pas ce qu'on voit chez nous, les McDo et compagnie, les médecins et les pharmacies. Voilà, donc c'était mon petit moment pédagogique du jour. J'espère que ça t'aurait servi à toi aussi, Axel, ma foi, parce que ça servira à tout le monde de toute façon. Pensez Luxfer, Luxfer revivra, on y croit, que ce soit Luxfer ou autre chose, et Luxfer rayonnera comme étant le savoir-faire industriel de pointe français, qui en plus apportera une solution mondiale. Monsieur le maire, je pense que cette personne n'est pas là pour vous donner des leçons ou être agressive avec vous, mais elle vous sonne l'alarme. Comme vous sonnez l'alarme quand vous faites vos prises de parole à la télévision pour sensibiliser les gens sur la gravité du Covid. Mettons-nous main dans la main et je pense que nous aurons tous à être tirés par le haut. Voilà, Axel. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci de votre fidélité. Et puis, écoutez, ma foi, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.